Peut commencer. Bonjour, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci à nos partenaires qui sont là. Je vais vous présenter tout de suite après. Donc, le thème de la vidéoconférence, c'est que faire à l'étranger pendant une année de césure. Euh, Sachez que vous pouvez poser des questions dans le chat. Faites bien partager à tout le monde. Très important. Est-ce que dans le chat, si vous y avez accès, est-ce que vous pouvez indiquer de quelle ville vous venez, s'il vous plaît, ou quelle académie, pour qu'on ait une vision. Je vois que vous répondez, formidable. Donc, on a des gens d'un peu partout. Merci à vous. Donc, pour cette visioconférence, ce sera Yvan Coallier et moi-même, Nelly Forestier, qui sommes psychologues éducation nationale au Centre Information Internationale de Lyon et du réseau Euroguidance. Euh, donc, le Centre Information Internationale, nous sommes présents à Lyon. Nous proposons donc ces visioconférences. Nous proposons aussi des entretiens individuels pour accompagner les jeunes dans leurs projets de mobilité, plutôt les jeunes, mais aussi les adultes. Et le réseau Euroguidance, c'est le réseau européen de l'orientation tout au long de la vie. Voilà, c'est pour donner une visibilité sur l'Europe. Nous avons Julie Meunier, qui est cofondatrice et chargée de communication pour le site PVTiste. Donc, elle nous présentera les PVT tout à l'heure. Nous avons Thierry Lo. Bonjour Julie, pardon. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous avons Thierry Lo également, qui est volontaire chez Concordia, qui nous présentera les volontariats et les chantiers internationaux notamment. Bonjour Thierry. Bonjour tout le monde. Et nous avons Sophie Girardot, qui est chargée de promotion Europe internationale Eurodesk également. Et Yvan, bonjour Sophie Girardot. Bonjour. Et Yvan, je t'ai pas donné la parole. Nelly. Bonjour à tous et voilà bien sûr Sophie, Julie et Thierry, vous aurez le temps et l'occasion de vous présenter plus en détail tout à l'heure. Donc, pour ce sommaire, nous allons vous présenter ce que c'est que la césure, quel est le cadre de ce dispositif. Et ensuite, nous présenterons des mobilités. Donc, on vous présentera, Yvan vous présentera deux mobilités possibles. Et ensuite, Thierry présentera les volontariats et les chantiers internationaux, Julie le PVT et Sophie les jobs à l'étranger, ainsi que le programme Au Pair. N'hésitez pas à poser des questions, mais à la fin aussi, on pourra échanger par la suite. Yvan, je te laisse présenter la césure. Merci Nelly. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus ce soir. On voit que vous êtes venus de partout, hein. On va de Rennes, de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon, donc c'est vraiment intéressant. Donc on est un petit peu partout, partout en France. Donc là, pour la césure, juste vous rappeler le cadre administratif. En fait, la césure, c'est une suspension temporaire et volontaire des études. Donc, qui dit suspension temporaire et volontaire dit que on souhaite reprendre des études après. C'est-à-dire que c'est pas on part à l'étranger pour faire 4-5 ans d'affilée. Non, là, c'est vraiment l'idée de faire une année et de reprendre ensuite le cours de ses études. Pendant cette césure, au niveau des objectifs, ça peut être bien sûr une expérience professionnelle ou personnel. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui un petit peu tout ce qu'on peut mettre dans une césure, et que ce soit en France ou à l'étranger. Souvent, on associe la césure à des voyages à l'étranger, mais ça peut aussi se faire en France, hein. Ce ne sera pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, mais ce que nous, on va présenter surtout ce qu'on peut faire quand on part à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est que cette césure est inscrite dans la loi, hein, depuis 2015 et avec un décret d'application depuis 2018, ce qui renforce quand même le côté voilà, un petit peu institutionnel, donc qui a pour but à la fois de valoriser ce que les jeunes peuvent faire en césure et également de sécuriser un petit peu les différents parcours. On va le voir juste après. Voilà. Puisque si on se place du côté des lycéens, donc qui sont en terminale, hein, c'est une partie quand même des jeunes qu'on est amené à rencontrer, bien que je rappelle que la césure puisse se faire du bac, mais jusqu'à la fin des études, hein, jusqu'à la fin du master, donc entre toutes les années. En ce qui concerne les lycéens, elle peut être déjà intégrée dans Parcoursup.
C'est-à-dire que à partir de janvier jusqu'à mars, donc au moment où les terminales font leurs vœux, il y a simplement une case de césure à cocher, et à ce moment-là, les établissements n'ont pas accès à l'information. Ça veut simplement dire que ça joue ni en faveur ni en défaveur de l'élève. Ce n'est qu'une fois qu'il est admis dans l'établissement, donc les premiers résultats arrivent au mois de juin, mais vraiment quand il a son bac, donc au mois de juillet, et qu'il va vraiment s'inscrire dans l'université ou dans l'école qu'il a choisie, c'est à ce moment-là qu'il va vraiment finaliser sa demande de césure. Ça veut dire aussi que s'il coche la case de césure entre janvier et mars, et qu'arrivé au mois de juillet, il se dit bah non, finalement, je ne veux pas partir en césure, et ben, il peut tout à fait intégrer sa formation. Le chef d'établissement, une fois que la demande est faite, peut accepter ou non la demande. Alors, en fait, il y a quand même un cadre également juridique qui indique globalement les grands domaines de ce qu'on peut faire. Alors, on va les balayer après, mais voilà, globalement, ça peut être sur du volontariat, du job, pourquoi pas des cours de langue, des choses comme ça. Et donc, quand la césure est acceptée, simplement l'étudiant reste inscrit administrativement dans son établissement, université ou école. Il n'est pas rattaché à une formation, donc il part pendant un an, et quand il revient, il a sa place automatiquement dans la formation dans laquelle il était pris. Ce qui peut être intéressant pour nos lycéens qui partent comme ça, car souvent, on va le voir, c'est aussi pour mûrir un projet, gagner en autonomie, voilà, se décider un petit peu plus sur ce qu'on veut faire. On a beaucoup de jeunes qui changent d'avis ou qui, voilà, qui sont pris, par exemple, en psychologie, qui finalement veulent aller faire du droit. Ils peuvent tout à fait refaire Parcoursup l'année pendant laquelle ils sont à l'étranger, sans perdre le bénéfice de leur place. Ça, c'est vraiment important. Et on voit au niveau des statistiques que ceux qui sont comme ça en réorientation ont un tout petit peu moins de propositions que ceux qui sortent du bac, mais globalement ont également beaucoup de propositions, puisque de toute façon, le dossier à la base, c'est-à-dire les notes qu'ils auront eues au lycée, n'auront pas changé. Tu veux changer? Oui. On a eu une question, Yvan. Est-ce que si, même si on n'a pas coché dans Parcoursup, est-ce qu'on peut quand même demander une césure après? Alors, là, le fait de cocher dans Parcoursup, ça permet aussi d'avoir un suivi un petit peu statistique et de faire remonter les demandes. Maintenant, quand vous restez dans le calendrier propre à l'établissement pour la demande de césure, oui, c'est possible de demander une césure même après coup quand vous l'avez pas demandé. Merci. Alors, ça marche plus. Pourquoi? Là. Alors maintenant, je vais vous présenter, enfin, comment rechercher en tout cas les différentes formes de mobilité. Donc, nous avons notre site Euroguidance. J'espère que vous voyez le lien tout en bas. Sinon, voilà, vous allez sur euroguidance-france.org et nous avons une page qui présente les différentes formes de mobilité. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs dispositifs. Il y a plusieurs possibilités. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Donc, on a le Discover EU, par exemple. On a des bourses, on a des volontariats, des études. Enfin, voilà, il y a plein d'autres choses que la césure, comme l'a dit Yvan. Vous pouvez aussi rechercher sur un outil qui s'appelle la Mobidata, qui est disponible sur notre site internet du Centre Information Internationale de Lyon. Et donc, comme vous le voyez, c'est classé par études secondaires, supérieures, formation continue, des expériences professionnelles, PVT, du volontariat, bénévolat, des aspects pratiques ou des cours de langue ou des tests de langue. Donc, vous avez des sites officiels et vous pouvez vous renseigner sur toutes ces mobilités-là. Donc, la Mobidata, n'hésitez pas à aller la consulter parce qu'il y a énormément de ressources qui sont très intéressantes et qui sont classées. Pour vous aider à choisir quel type de mobilité en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, vous avez un quiz sur choisir une césure à l'étranger et vous répondez à des questions et en fonction de ces questions, ça vous donne des résultats à savoir est-ce que c'est plutôt participer à une expérience de volontariat, si c'est plutôt se perfectionner en langue, plutôt avoir une découverte culturelle. Donc, vous avez le QR code à côté où vous pouvez avoir accès à ce quiz que vous retrouvez sur notre site Euroguidance. Donc, maintenant, on va vous présenter différentes mobilités avant de laisser la parole aux partenaires. Yvan, je te laisse la parole.
Merci Nelly. Donc juste avant de présenter ce petit programme, je réponds à une ou deux questions dans le chat. Donc première question, y a-t-il un moment plus adapté pour partir en césure? Enfin, ça c'est vraiment la question un petit peu piège parce qu'on n'a pas de réponse à y apporter. En fait, ça va vraiment dépendre de la situation de chaque jeune, hein, en fonction d'où il en est dans son projet, en fonction de son autonomie, de sa maturité, de ses objectifs. Donc, en fait, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de bon moment pour partir. Entre le bac et les études supérieures, on va dire que c'est quand même plutôt bien adapté parce que voilà, c'est avant de commencer un cursus, mais ça peut tout à fait se faire, par exemple, après une licence, entre une licence et un master, puisque là, l'étudiant, du coup, aura un peu plus de maturité et pourra peut-être vivre différemment sa césure. Donc là, il n'y a pas de réponse toute faite. Une autre question, c'est est-ce qu'on peut demander une aide césure aussi pour les écoles qui sont accessibles sur concours? On va dire qu'en théorie, oui, mais là, ça va dépendre vraiment du règlement de chaque école. Donc là, il faut vraiment se renseigner. On ne peut pas vous donner de réponse comme ça à l'avance. Un exemple, j'étais à Montpellier là, au mois de janvier. L'université pour médecine, par exemple, n'accepte pas de césure. C'est un exemple comme ça. Mais après, on a d'autres classes, même avec des classes prépa, par exemple, qui peuvent tout à fait accepter des césures. Euh, Dernière question avant d'enchaîner, par rapport aux différents supports, donc la visioconférence sera certainement disponible en replay donc sur notre chaîne YouTube. Ensuite, vous pouvez très bien nous envoyer un mail donc à cii.lyon@ac-lyon.fr. Je le mettrai après dans le chat et on vous transmettra directement les différentes présentations. Alors, avant de laisser la parole du coup à nos partenaires, on voulait juste vous montrer tout d'abord le programme Discover EU. C'est pas un programme qui va prendre toute une année pour une année de césure, hein. On est vraiment sur une mobilité courte hein, qui se fait entre 1 et 30 jours, qui s'adresse à des jeunes qui sont vraiment dans l'année de leurs 18 ans. Mais on vous en parle aussi parce que l'appel à candidature, pour ceux qui sont nés entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007, c'est vraiment en ce moment, là, entre le 2 et le 16 avril. Donc là, l'idée, c'est simplement de gagner un pass interrail, c'est-à-dire un billet de train qui permet de voyager gratuitement à travers l'Europe, donc comme j'ai dit, entre 1 et 30 jours. Et ça, on peut le déclencher, là, pour ceux qui vont répondre à l'appel à projet là, entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2026. Donc ça veut dire que c'est pas forcément à mettre en place tout de suite l'été qui vient, mais ça peut se mettre l'été d'après. Par contre, l'appel à candidature, si vous êtes concerné, là, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Je vais passer. Voilà. Oui. Donc, les séjours linguistiques, c'est pas forcément ce qu'on va mettre non plus le plus en avant, mais sachez quand même que c'est quelque chose qui est possible de faire pour vraiment se perfectionner dans une langue. Si vraiment votre objectif, c'est de vous améliorer en langue, c'est sûr qu'être en cours de langue et en plus en immersion à l'étranger, ça peut vraiment être une bonne opportunité. Les séjours linguistiques se font assez souvent pendant les vacances, mais on a aussi des propositions qui peuvent se faire pendant une année entière. Alors, dans tous les cas, ça aura un coût. Donc là, il va falloir payer l'organisme pour payer à la fois les cours, mais également tout ce qui va concerner la vie d'à côté, hein, c'est-à-dire l'hébergement, si c'est en famille d'accueil, en internat, etc. Tout ce qui va concerner également la nourriture. Donc ça, il faut également le prévoir. Nous avons en France deux réseaux qui peuvent agréer des organismes. C'est à la fois l'Office, qui est l'Agence de garantie des séjours et stages linguistiques, et l'UNOSEL, qui est l'Union nationale des organismes de séjour linguistique. Autrement, sur notre outil Mobidata que Nelly a présenté juste avant, vous avez également donc dans les tests et cours de langue, si vous mettez anglais et apprendre et se perfectionner, vous allez aussi avoir des sites pour trouver des écoles de langue, mais directement à l'étranger, sans passer par un organisme français. Donc là, on peut avoir à la fois du coup des écoles qui sont propres à chaque pays, être vraiment en immersion, et puis d'éviter un petit peu le revers d'être avec beaucoup de Français, par exemple, ce qui peut se trouver pendant certains séjours linguistiques, notamment l'été. Une dernière piste, ça peut être également de contacter les centres de langue des universités à l'étranger, où là, vous avez des cours qui sont faits vraiment pour les étudiants internationaux
et ce qui permet d'être aussi dans un milieu, dans un environnement universitaire et de bénéficier vraiment de toutes les associations, les clubs, voilà, puis de rencontrer des étudiants vraiment propres à chaque pays. Donc là, ça peut vraiment être une expérience très riche. Donc voilà, j'en ai fini pour là. Peut-être juste avant de passer la parole, la césure ne peut se faire qu'à 18 ans. Non, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ça peut vraiment, la césure se faire du bac jusqu'à la fin des études. Et on peut le faire une fois par cycle, c'est-à-dire une fois pendant la licence, une fois pendant le master. Et ça peut être sur un seul semestre ou sur une année entière. Merci. Je vois aussi une question. Donc, si le chef d'établissement refuse la césure, on est obligé d'intégrer l'établissement. Là, c'est à votre appréciation. Soit vous vous êtes vraiment convaincu de vouloir faire votre césure, auquel cas, bah, vous pouvez renoncer à votre place, mais ça veut dire que l'année d'après, il faut repostuler sur Parcoursup. Ou alors, bah oui, vous intégrez l'établissement et vous pouvez reporter d'une année votre césure, c'est-à-dire au lieu de la faire après le bac, la faire après la première année de formation. C'est possible aussi. Donc, merci à tous. Merci Yvan. Donc, Chérie, je vais vous passer la parole. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Est-ce que vous souhaitez le partager ou je partage le vôtre? Euh, oui, bonjour. Oui, je peux Oui, partager. parfait. On voit votre diaporama. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien, Chérie. Ok, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Cherry, je suis volontaire en CES, c'est Groupe européen de solidarité, et je suis accueillie par Concordia, c'est une association basée à Lyon. Et oui, je peux commencer par présenter euh, notre association. Et après, je vais présenter le programme que euh, oui, je suis participante. Concordia, c'est une association créée dans les années 50 et on fait beaucoup de projets pour promouvoir des valeurs comme tolérance et promouvoir le paix à travers des chantiers internationaux. Et aussi, il y a beaucoup de dispositifs de mobilité comme Groupe européen de solidarité et aussi Erasmus+, ou échange de jeunes. Et pour le CES, Concordia, c'est une organisation d'envoi pour les Français qui souhaitent partir à l'étranger. Et c'est aussi une organisation d'accueil pour l'étranger qui souhaitent venir en France pour faire des missions. Par exemple, moi, je suis volontaire oui, européen. Je vais expliquer parce que moi, je suis pas européen, mais j'ai nationalité portugaise, donc je peux participer dans ces programmes. Euh, je suis accueillie par Concordia pour faire ma mission et ma mission, c'est de promouvoir le CES. Ok. Je vais parler beaucoup de CES et maintenant je vais expliquer comment ça fonctionne et comment vous pouvez participer. Euh, le CES, c'est un programme créé en 2018 par l'Union européenne afin de donner aux jeunes la possibilité de s'engager dans le pays ou à l'étranger pour aider des communautés ou des personnes dans toute l'Europe à travers des actions de solidarité. Par exemple, lutte contre l'exclusion et aux personnes aux situations de handicap, etc. Et en plus, il y a beaucoup de thématiques. Par exemple, l'accueil et l'intégration des réfugiés et migrants. Par exemple, cette année, on a une volontaire qui travaille dans une mission locale. Et la mission, c'est de animer des ateliers pour aider
des micros, comment écrire la lettre de motivation, comment créer la CV pour trouver un emploi. Et la citoyenneté, aussi l'environnement, l'éducation et formation, créativité et culture. Par exemple, je pense que vous connaissez la fête de Lumière. Cette année, l'année dernière, on a aussi une volontaire qui travaille dans un théâtre et elle a participé dans la fête de Lumière aussi. De sport, la santé et bien-être et l'inclusion aussi. Euh, oui, il y a des conditions et financement. Je vais expliquer maintenant. Pour participer dans ce projet Groupe européen de solidarité, il faut avoir 18 ans à 30 ans. Et si vous n'avez pas déjà 18 ans, vous pouvez créer un compte et postuler. Mais pour commencer la mission, il faut avoir 18 ans. Et comment ça veut dire, ça veut dire 12 mois dans une vie? Ça veut dire, vous pouvez diviser 12 mois entre différents projets. Par exemple, vous pouvez participer dans un projet en Italie pendant 5 mois et après 5 mois en Espagne et 2 mois en Islande, par exemple. Ça veut dire que vous pouvez diviser. C'est pas exactement 12 mois. Pour moi, j'ai choisi mon programme en France. Je suis arrivée en France il y a 6 mois et, oui, et après, je vais rester peut-être, oui, pour 6 mois aussi. C'est une activité de volontariat non rémunérée à temps plein. Ça veut dire c'est pas un emploi. Vous ne recevez pas des salariés, mais il y a beaucoup de financement. Donc, ça veut dire vous ne payez rien pour participer. Et oui, je vais expliquer après parce que pour moi, j'ai gagné beaucoup des choses. C'est pas comme salarié, mais j'ai gagné beaucoup de choses, je pense. Il n'y a aucune condition de diplôme et de niveau de langue requise. Par exemple, pour moi, quand je suis arrivée en France il y a 6 mois, je pouvais parler que 3, 4 phrases. Et maintenant, je peux, c'est pas, en français, c'est un peu, oui, c'est pas très bien, mais je vais présenter plus et je veux expliquer beaucoup de choses maintenant. Donc, je peux apprendre la langue aussi pendant mon CES. Ça veut dire pour postuler dans une mission, oui, euh, c'est pas forcément que vous pouvez parler très bien la langue dans le pays. Vous pouvez apprendre la langue pendant le CES. Et oui, je t'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de financement. Euh, Ici, par exemple, le transport aller et retour, c'est inclus dans le programme. Ça veut dire, vous, si vous prenez le train en Italie, euh, vous payez pour le billet de train et après, vous allez être remboursé par l'organisation. Mais le montant, ça va être calculé en fonction de la distance entre le pays de résidence, ça veut dire la France et le pays de votre émission. Oui, ce montant, ça change, c'est pas un montant fixe. Mais même si le transport local est aussi inclus. Par exemple, pour mon transport à Lyon, la carte TCL, j'ai, j'ai aussi, je suis aussi remboursée pour chaque mois pour acheter cette carte. Euh, et aussi, le transport dans le pays, c'est pas inclus, mais j'ai une carte de réduction. Donc, quand j'ai acheté des billets pour aller à Paris, par exemple, je paye moins cher. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour être volontaire dans le pays européen. Et le logement est aussi pris en charge. Soit vous habitez tout seul, soit vous habitez dans un appartement partagé. Pour moi, j'habite avec
5 volontaires dans un appartement partagé. On partage la cuisine, le salon, les toilettes, mais on a mon propre chambre. Et je pense que c'est très bien pour habiter dans un nouveau pays parce que ça peut être difficile de trouver un quartier, par exemple, si vous ne connaissez pas très bien le pays, euh, ça peut être difficile, oui. Et moi, j'habite à Oulin, c'est pas loin de Lyon. Je prends le train, le métro, ça prend juste 15 minutes pour aller au bureau à Lyon. Donc, je trouve que c'est très bien. Et aussi, l'alimentation et l'argent de poche, c'est aussi inclus. Euh, et pour moi, je reçois 500 € par mois pour acheter des nourritures et aussi comme l'argent de poche, c'est comme, oui, si je veux partir en vacances pour voyager en France, je peux utiliser ces montants pour voyager et découvrir la France. Euh, le cours de langue, c'est aussi inclus. Soit il y a un prof de langue qui vient au bureau oui, pour donner des cours, soit je peux euh, accéder des cours sur ligne. Donc, il y a aussi des soutiens de langue. Euh, la santé complémentaire, ça veut dire, je pense, vous savez, la carte bleue, ça fonctionne aussi dans des pays européens. Et comment ça fonctionne? C'est si vous allez au magasin et vous montre la carte bleue et après vous payez le reste et vous gardez la facture. Et après vous voyez envoyer la facture à Anna qui est l'entreprise de santé. Et après vous êtes remboursé pour ces montants que vous avez payés. Le visa aussi, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire si vous allez de pays européen. Oui, tout ça dépend. Les pays participants, c'est plutôt des pays européens, plus des pays à côté de l'Europe, par exemple l'Islande, la Turquie, oui. Après, je vais montrer le site où c'est le portail de euh, ce programme. C'est le site où vous pouvez trouver tous ces projets et vous pouvez créer un compte et commencer à postuler. Quelques conseils. Je pense que c'est, oui, réfléchissez bien quel type de projet vous voulez participer. Ça peut être utile pour votre parcours professionnel ou si vous voulez développer quelques compétences, par exemple la compétence linguistique ou si vous voulez être ou travailler dans une école. Il y a aussi des projets qui donnent cette opportunité de euh, être assistante de professeur et comme ça, vous pouvez exprimer comment ça fonctionne être un professeur dans une école et pourquoi c'est si il y a des compétences vous voulez développer. Par exemple, la compétence de travailler en équipe multiculturelle la compétence de gérer un projet. Pour moi, par exemple, je voulais être le chef de projet. Et, et pour ma mission, euh, j'ai beaucoup des opportunités de gérer des projets pour des enfants et pour animer des ateliers pour les étudiants. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité de développer des compétences et aussi euh, rencontrer beaucoup de personnes et créer un lien avec des professionnels. Et aussi, quel pays, c'est très utile si vous voulez améliorer une langue. Euh, oui, je pense il y a des questions que vous pouvez réfléchir. Et pour postuler, il faut avoir un CV
et aussi être une lettre de motivation. C'est comme postuler pour un travail. Oui, la lettre de motivation, c'est de montrer pourquoi vous voulez participer dans ce projet et qu'est-ce que signifie le volontariat pour toi. Euh, pour moi, je pense le volontariat, c'est une manière unique d'habiter dans un nouveau pays. Par exemple, quand je reviens dans mon pays, je peux dire que oui, j'ai visité différentes villes en France, mais en plus, j'ai participé dans des projets comme des solidarités. Par exemple, hier, j'ai participé dans une action qui s'appelle Partout de parole. C'est une action où moi et des volontaires font des actions et favoriser la discussion dans la rue. C'est comme interview dans la rue et on pose des questions autour de la développement durable. Donc, je pense que c'était une bonne opportunité de s'engager dans un nouveau pays et contribuer à la société. Et après, pour CES, vous recevez le Youth Pass. C'est un document non formel qui explique toutes tes compétences. Euh, ici, c'est des exemples de compétences que vous pouvez développer pendant le CES. Oui, je t'ai dit tout à l'heure des compétences linguistiques. Hum, oui, compétences numériques, par exemple, euh, vous apprendrez euh, euh, comment faire une vidéo ou faire des communications avec des partenaires, par exemple. Euh, Comment trouver le CES? Euh, la première étape, c'est trouver un organisme de soutien. C'est comme Concordia. Et après, vous créez un compte sur le portail et vous pouvez commencer à chercher des opportunités. Et si vous savez trouver quel projet que vous voulez participer, vous postulez avec le CV et la lettre de motivation. Et une fois que vous êtes accepté, vous pouvez contacter Concordia. Et après, Concordia va être votre organisation d'envoi. On gère beaucoup de tâches administratives et aussi préparer pour votre départ. Avant la démonstration, est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Alors, il y avait quelques questions dans le chat pour vous, chérie. Euh, Notamment, à qui est-ce qu'on doit envoyer la lettre de motivation, par exemple? Ah oui, c'est à l'organisation des projets. Par exemple, s'il y a des projets organisés par une école, oui, il faut envoyer la lettre de motivation à l'école. C'est l'organisation qui gère ces projets. Donc, il y avait une autre question, c'est combien de temps à l'avance faut-il postuler pour les projets? Euh, ça dépend euh, parce qu'il y a des projets qui commencent peut-être en mai et vous pouvez déjà postuler. Euh, oui, ça dépend des projets de début. Quand ils commencent, et, oui, ça dépend parce que euh, tous les projets commencent à la date différente. Voilà, si je peux juste compléter, effectivement, il y a certains organismes qui donnent une date limite pour postuler et puis d'autres qui se font un petit peu tout au long de l'année. Euh, une question sur les organismes d'envoi. Donc, est-ce que Concordia est le seul organisme support pour envoyer des jeunes à l'étranger? Oui, oui.
J'ai oublié de dire que euh, quand vous êtes dans un nouveau pays pour le CES, il y a aussi un tuteur ou tutrice qui accompagne pour le CES. Par exemple, à Concordia, il y a Lucie qui est chargée de volontaire en CES. Elle va être votre tutrice. Ça veut dire quand vous êtes en Italie euh, pour le CES, Lucie et vous, il y a un tutorat chaque mois et Lucie va demander des questions pour savoir si tout va bien pendant le CES. Il y a des problèmes avec le logement, le travail, tous des problèmes que oui, vous pouvez dire à Lucie. Oui, vous pouvez avoir le tutorat en français, ça, c'est pas de problème. Euh, et oui, c'est pourquoi Concordia, c'est une organisation d'envoi. Ça veut dire qu'il y a des soutiens pour vous, même si vous êtes dans un nouveau pays. Voilà. Et juste pour compléter votre réponse, un peu partout en France, il va y avoir des organismes d'envoi comme Concordia. Oui, Si vous êtes à Nantes, Concordia est présent aussi dans les différentes régions, mais il peut y avoir d'autres organismes qui sont organismes d'envoi. On peut avoir des fois, par exemple, des missions locales. Ça peut être des CRIJ, hein, donc des centres régionaux d'information jeunesse ou des points BIGE. Ça peut être différents types d'associations. Dans notre région, là, il y a l'URAL, c'est-à-dire les maisons des Européens dans les différents départements qui le font aussi. En fait, sur le site que j'ai indiqué du coup un peu plus dans le chat, là, sur le site européen de la jeunesse, que Chéri va nous montrer, je crois, juste après, vous pouvez rechercher les organismes d'envoi. Donc voilà. Et puis, juste pour, après, je vous laisse continuer. Il y avait une petite remarque qui disait que votre français était très bon et qu'il vous remerciait pour vos explications. Chérie. merci beaucoup. Allez, je vous laisse, Merci. on reprendra d'autres questions après. Allez. Oui, merci. Euh, euh, est-ce que vous voyez Toujours votre écran, Thierry. c'est le site de... Oui, du corps européen, enfin, Youth Europa. Ah, ok, oui. Oui, c'est le portail de la jeunesse. Oui, c'est le site où vous pouvez trouver des projets. Comme j'ai dit, il y a des pays, euh, beaucoup de pays pour choisir. Et vous pouvez aussi choisir des thèmes de la projet, par exemple l'éducation, créativité culturelle, environnement et protection. Et ici, vous pouvez aussi choisir le début de projet. Euh, donc, oui, par exemple, ici à Pays-Bas, ah oui, vous pouvez, voyez, il y a des détails de le projet euh, et aussi le logement où vous habitez pendant le CES. Et ici, aussi des formations pendant le CES. Euh, Normalement, il y a deux formations, formation tarif et formation mi-parcours, euh, pour assurer que vous savez développer des compétences. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez poser à l'Agence nationale. Et oui, ici, vous pouvez aussi trouver des profils de participants euh, et réfléchir si le projet vous convient. Est-ce que tout est clair ce- de la CES ou si vous avez des questions?
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça, on y a répondu. Donc, après, c'est des questions très pratiques, hein. Est-ce qu'il faut d'abord trouver une organisation et après on contacte Concordia pour l'administratif? C'est ça? Oui, oui. Voilà. Et après, c'est quoi la différence entre un service civique et un CES? Vous voulez répondre, Thierry, ou je réponds? Euh, euh, oui, je peux répondre s'il y a des choses que vous pouvez contacter. Oui, la différence entre service civique et CES. Service civique, c'est un dispositif français. Donc, la plupart des projets sont en France. Oui, je pense qu'il y a aussi des services civiques à l'étranger. Et, et aussi, euh, la limite d'âge, c'est aussi différent. Par exemple, service civique, c'est à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans. Et le CES, c'est à partir de 18 ans jusqu'à 30 ans. Euh, et pour le CES, euh, le logement, c'est pris en charge par l'organisation d'accueil. Mais pour le service civique, oui, vous devez trouver un logement. Euh, oui, est-ce que je Oui, non, non, Ok, c'est vous bon. avez bien répondu. Merci. Le service civique, c'est pas un financement européen, c'est vraiment français. Donc, s'il y a des missions à l'étranger, il y a une rémunération. Mais voilà, c'est après aux jeunes. Alors après, il faut voir avec les organismes ce qui est proposé quand vous partez en service civique à l'étranger. Mais voilà, je pense que vous avez dit les bonnes informations. Tu veux ajouter quelque chose, Yvan? Très bien. Bon, merci. Eh bien, écoutez, si on n'a plus de questions, merci beaucoup, Thierry. Les gens vous félicitent, en tout cas, pour dire que c'est très clair. Donc, merci à vous, pour cette présentation. Donc, vous avez arrêté le partage de connexion. Ben, Julie, est-ce que vous pouvez continuer pour nous présenter donc les PVT, programmes, vacances, travail? Tout à fait. Bonjour tout le monde. Alors, vous voyez correctement mon écran, je Pas tout bien. pense. Ça va? Ok, super. Alors, rapidement, moi je me présente, donc je m'appelle Julie Meunier, je suis cofondatrice du site internet qui s'appelle pvtiste.net. Au mois de juillet, on va fêter nos 20 ans. Et en gros, depuis 20 ans, on parle quasiment que du PVT, le programme vacances-travail que vous connaissez peut-être sous son appellation anglophone, Working Holiday Visa. Tout ça, c'est la même chose. Visa vacances-travail, tout ça. Donc, si vous en avez peut-être entendu parler, il s'agit bien du même programme. Et donc, pvtis.net, on a un site qui est totalement gratuit. On n'est pas une agence, on n'a pas de numéro de téléphone, on n'a pas d'endroit où vous pouvez venir nous voir. Mais sur notre site, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, que ce soit des tutoriels pour chaque destination qui est éligible au PVT, pour savoir comment demander votre visa, puisque chaque pays fait un petit peu ses règles. Pour certaines demandes, il faut aller au consulat, pour d'autres, c'est sur Internet. Certaines demandes sont gratuites, d'autres sont payantes. Donc tout ça, on vous l'explique. On a des dossiers thématiques, on a des interviews, des témoignages de gens qui l'ont fait avant vous. On a un forum de discussion. On a aussi des guides gratuits pour plusieurs destinations que vous pouvez télécharger pour avoir vraiment devant vous tout ce qui vous attend quand vous allez vous installer dans le pays en question. Et puis, on est bien sûr sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de gens qui nous suivent sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, YouTube. X également, et puis je peux aussi nommer LinkedIn et Pinterest aussi en fonction de vos réseaux de prédilection. On vous propose aussi sur pvtist.net, donc sur le compte Insta pvtist, une fois par semaine, généralement c'est le mercredi de midi à 13h. Je fais exactement ce qu'on est en train de faire ensemble. Je réponds à vos questions sans faire de présentation, juste questions-réponses. Donc si jamais demain, dans 10 jours, il y a une question qui vous revient, vous saurez que vous pourrez me retrouver sur Instagram. Pour plusieurs destinations, on propose aussi, je vous ai dit, on n'est pas une agence, mais on fait quand même un mini accompagnement un peu personnalisé en vous proposant pour certaines destinations des ateliers en visio, en petits groupes, pour que chacun pose ses questions, écoute les questions des autres, écoute les réponses bien sûr de des gens de notre équipe qui ont vécu dans le pays qui vous intéresse et qui peuvent vous donner des informations vraiment pratico-pratiques.
On a aussi des bons plans, des réductions, des avantages pour les billets d'avion, les transferts d'argent à l'international, etc. On essaie vraiment d'être un peu complet hein, dans tout ce qu'on vous propose sur le site. Et puis, depuis peu, on a une nouvelle application que vous pouvez retrouver sur app.pvtist.net. C'est une application qui, en vérité, peut être utile à plein d'autres gens, puisque c'est de toute façon personnalisable. Donc, si à un moment donné, il y a un aspect trop PVT pour vous, mais que vous, avec votre projet, il y a des petites choses qui changent, vous pouvez personnaliser les checklists qu'on vous propose, qui vous indiquent un peu tout ce que vous devez faire avant un départ à l'étranger, et puis une fois sur place, les choses auxquelles il faut penser. On a aussi un simulateur de budget. Par exemple, on va imaginer vous avez envie d'aller vous installer à Sydney en Australie, à Montréal au Canada ou à Tokyo au Japon. Si vous mettez un petit peu tout ça dans l'application, vous pourrez retrouver le budget idéal dont vous aurez besoin tous les mois avec le loyer, les transports, la nourriture, etc. Donc, n'hésitez pas dans tous les cas à récupérer cette application. Et puis pour ceux qui sont intéressés par l'Australie, on a un petit frère de pvtis.net qui s'appelle whvaustralie.com qui parle que de l'Australie, comme vous vous en seriez douté vu son nom. Alors, avant de vous parler vraiment du PVT, même si on a déjà abordé certaines choses, pourquoi partir à l'étranger et puis pourquoi envisager un PVT dans le cadre d'une année de césure? Vous verrez que par rapport à tous les programmes en général qu'on vous propose, celui-ci, c'est le plus autonome. C'est celui où ça va être plus, vas-y, tu pars, bon courage. C'est pour ça que c'est utile qu'on soit là un petit peu pour vous donner de l'info, parce qu'en fait, le PVT, c'est un programme qui vous donne juste accès à certains pays que je vais évoquer juste après, mais c'est vraiment à vous de demander votre visa, de préparer un peu votre départ, acheter votre billet d'avion. Vous réservez par exemple une semaine ou deux d'auberge de jeunesse pour votre arrivée ou un Airbnb. Et puis sur place, chercher un emploi, chercher une colocation, etc. Acheter une voiture peut-être. Donc c'est vraiment très autonome, mais ça vous permet aussi une très grande liberté sur le territoire. Vous allez pouvoir découvrir une culture en profondeur, faire beaucoup de rencontres de locaux, mais aussi d'autres voyageurs venus du monde entier qui viennent eux aussi faire des PVT. Vous allez certainement expérimenter plusieurs boulots différents que vous allez pouvoir valoriser sur votre CV au retour, mais aussi vous allez pouvoir apprendre pas mal de savoir-être, de débrouillardise, de gestion de votre budget. Encore une fois, parce que, je vais l'expliquer un petit peu après, le PVT, c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu libre. Et encore, quand je dis ça, c'est pas du tout pour vous décourager. Moi, je l'ai fait deux fois. Hein. Je suis partie en PVT au Canada et en PVT en Australie. Il y a environ 45 000 Français par an qui partent en PVT, donc c'est tout à fait accessible, même si ça vous laisse quand même beaucoup en autonomie. Vous allez vous immerger dans une langue, dans une culture. Donc, si votre projet, c'est vraiment d'apprendre une langue ou de vous améliorer, c'est une très bonne façon de le faire que de partir en PVT. Vous allez vous challenger, repousser vos limites, partir un peu vers l'inconnu à l'autre bout du monde, sans repère. Vous allez revenir confiant. Vous allez avoir vraiment appris beaucoup de choses sur vous. C'est tout ce qui revient tout le temps dans les témoignages. Bien sûr, c'est ce que j'ai ressenti moi, mais on questionne beaucoup d'anciens PVTistes et on se rend compte que c'est des choses que tout le monde dit. On revient vraiment plus ouvert, plus conscient de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Des fois, on part un petit peu de la France un peu fâché, j'en ai marre d'être ici. Et quand on revient, des fois, on revient un petit peu plus nuancé. On a découvert un pays étranger en profondeur pendant plusieurs mois, voire un an ou deux. Et puis, on a peut-être pris un petit peu de recul aussi par rapport à la France, à notre fonctionnement. Et donc, je trouve que ça nous fait, de façon générale, tous rentrer plus matures que ce qu'on était quand on est parti. Et puis bien sûr, ça fait de l'expérience à l'international, donc ça peut être utile pour une carrière, ça peut aussi être utile pour peut-être intégrer à un moment donné une école qui est un petit peu sélective. J'avais une jeune fille comme ça qui m'avait dit, moi je veux intégrer une école de mode qui est hyper sélective, donc j'ai décidé d'aller dans un pays un petit peu original. C'était il y a quelques temps, parce que maintenant ça devient de moins en moins original, mais elle est allée en Corée du Sud et elle m'a dit comme ça, j'espère avoir une expérience où on se dit, ah, ça change un peu des autres. Donc ça peut aussi être ça un PVT. Donc voilà les 15 destinations qui sont proposées aux Français. Vous voyez qu'il n'y a aucun pays de l'Union européenne pour la simple et bonne raison que, en tant que Français et Françaises, on a le privilège de pouvoir aller travailler dans les pays de l'Union européenne sans avoir besoin d'un visa. Demain, vous partez en Espagne, vous allez en Italie, vous allez, peut-être que c'est ce que Sophie tout à l'heure vous dira pour chercher un petit job d'été ou autre. Vous n'avez pas de démarche administrative pour avoir le droit de travailler. C'est un grand luxe qu'on a.
Mais alors, dès qu'on quitte l'Union européenne, vous l'avez vu notamment avec le Royaume-Uni depuis qu'il y a eu le Brexit, mais c'est aussi le cas des différentes destinations qui se trouvent devant vos yeux et de toutes les autres où il n'y a pas de PVT malheureusement. La règle de base, normalement, c'est qu'il faudrait trouver un employeur là-bas qui soit d'accord pour faire des démarches qui sont généralement longues, coûteuses, pleines de paperasse, pour que ensuite vous demandiez un visa de travail qui vous autoriserait à travailler que pour lui. À moins d'être dans un domaine très en demande ou d'avoir un profil vraiment particulier, il y a peu de chances qu'un employeur à l'autre bout du monde se casse autant les pieds pour vous, hein, si je peux dire ça poliment. Donc l'avantage du PVT, là vous allez le voir, je vous l'explique juste après, c'est de prendre les choses dans l'autre sens. Non pas trouver un employeur, puis demander un visa et partir, mais demander un visa, partir et sur place, pouvoir chercher du boulot, peut-être occuper un seul boulot dans l'année, peut-être en occuper 14 aux quatre coins du pays ou que dans une seule ville. Ça, c'est vous qui allez le décider. Parce qu'effectivement, le concept du PVT, c'est de permettre aux jeunes Français d'aller découvrir un pays, sa culture, sa langue, ses habitants, de façon approfondie, pas juste simplement 2 semaines au mois d'août pour les vacances d'été. Donc du coup, les pays partenaires de la France dans le cadre du PVT vous donnent accès au pays pendant 1 an maximum. Au Canada, c'est 2 ans maximum. Et en Australie, sous condition de travailler dans certains domaines en demande, vous pouvez faire 3 fois un PVT d'1 an, tant que vous n'avez pas dépassé l'âge limite. Il n'y a pas d'obligation de trouver un emploi avant de partir et en réalité, la majorité des gens trouvent sur place en allant déposer des CV dans les restaurants, les cafés, les magasins, en se faisant du réseau formel, informel, en répondant à des annonces et en étant là, prêt à commencer peut-être demain. Donc ça peut faire un petit peu peur de se dire, je vais à l'autre bout du monde, j'ai pas encore de boulot, mais c'est vrai qu'en arrivant sur place et en étant là, il y a quand même beaucoup plus de choses qui se font. Vous pouvez occuper toutes sortes d'emplois pendant un PVT. Simplement, la Corée du Sud et le Japon sont un peu restrictifs. Il y a quelques métiers qui sont interdits. Pour le Japon, c'est les métiers en lien avec l'alcool et avec les jeux d'argent. Et pour la Corée, ça va être les métiers qui généralement appartiennent à un ordre ou des professions réglementées comme avocat, journaliste, ingénieur ou professeur. Autant au Japon, vous pourriez être professeur d'anglais ou de français, autant en Corée, vous n'aurez pas le droit de le faire. C'est un projet autonome, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais PVTist est là pour vous donner toutes les infos, bien évidemment. C'est un programme qui est bilatéral, donc la France accueille environ 100 000 jeunes par an et il y a 45 000 Français qui, eux, partent. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est aussi peu équilibré. J'ai tendance à penser que pas mal de jeunes Canadiens anglophones, Australiens, Néo-Zélandais vont plutôt aller dans un pays du PVT anglophone puisqu'ils ne parlent pas français. Autant nous, on a envie d'apprendre l'anglais, eux, pas forcément, n'ont pas forcément envie d'apprendre le français. Ça vient expliquer un petit peu tout ça. Et puis, souvent, les gens me disent pourquoi vacances-travail? Alors, vacances-travail, parce que c'est vous qui décidez si vous allez faire beaucoup de vacances pendant votre temps là-bas et que vous allez travailler épisodiquement pour gagner de l'argent, ou si vous allez principalement travailler et voyager de temps en temps, ou ne faire que l'un des deux selon votre budget, selon vos envies. Vous n'avez pas à le dire vraiment en amont. Vous allez construire votre PVT comme vous avez envie de le faire. La semaine dernière, j'ai fait une conférence à un salon et j'ai dit quelque chose qui me plaisait bien, donc je vais le répéter. Un PVT, c'est un petit peu une page blanche où on vous dit, tu pars dans tel pays, tu écris ce que tu veux maintenant. Et souvent, on aime bien faire des projets à l'avance. Je vais travailler pendant 8 mois à Sydney en Australie et ensuite je vais voyager. Et en fait, vous verrez, le mieux, c'est quand même de se dire que le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan parce que quand vous allez arriver là-bas, entre ce que vous allez aimer, pas aimer, les rencontres que vous allez faire, les emplois que vous allez peut-être trouver à l'autre bout du pays, etc., tous vos plans vont changer. Et c'est ça qui est quand même assez sympa avec le PVT, c'est que bah, pour une fois dans nos vies, tout n'est pas écrit. Tout va se dessiner au fur et à mesure de votre expérience et de vos rencontres. En termes de conditions, il faut avoir entre 18 et 30 ans. À part pour l'Argentine, le Canada et l'Australie, c'est jusqu'à 35 ans le PVT. Donc, on espère que d'autres pays vont monter à 35 ans dans les mois, les années à venir. Hein. C'est pas du tout garanti, mais en tout cas, actuellement, vous avez quand même pas mal de destinations. Je crois que vous êtes assez jeunes, hein, ceux qui sont là aujourd'hui, donc vous avez accès aux 15 destinations. Vous devez avoir un passeport français. Si votre passeport n'est pas français, il faut regarder si votre pays a passé un accord de PVT avec d'autres pays. Si vous allez sur pvtis.net, tout en bas, vous avez un bouton qui s'appelle le PVT dans le monde. Vous pouvez mettre par exemple que vous êtes une Italienne de 25 ans et on va vous dire où vous avez le droit de partir en PVT puisqu'on a répertorié tous les accords dans cet endroit-là.
Au cas par cas. Alors, il y a des pays qui vous demandent d'aller voir un médecin et de fournir systématiquement un extrait de casier judiciaire, quand d'autres pays vont vous demander si vous avez eu des soucis de santé ou avec la police. Ça ne veut pas forcément dire que vous aurez systématiquement un refus. Ça dépend des destinations PVT. Certaines, c'est casier judiciaire vierge, d'autres, c'est au cas par cas. Bien sûr, je vous l'ai dit, vous partez à l'autre bout du monde sans emploi, donc il vous faut des économies. Ces économies, elles sont fixées par les autorités des pays. En moyenne, c'est 2500 euros. Pour certains pays, c'est plutôt 3000, 3500 euros, notamment le Japon, hein, qui est cher, et l'Australie aussi. Mais c'est des sommes qui n'ont pas changé depuis plus de 10 ans. Je vous recommande toujours d'avoir en tête que l'inflation ne touche pas que la France, hein. Tout ce qu'on voit ici quand on fait nos courses, etc., quand on achète une voiture, eh bien, c'est aussi le cas à l'étranger. Donc, n'hésitez pas à prendre des économies un peu supérieures. Ça vous forcera pas à tout dépenser. Mais au moins, si vous prenez un petit peu de temps à trouver du travail, vous avez un petit matelas financier pour ne pas avoir à rentrer tout de suite. Vous allez devoir souscrire une assurance PVT, c'est-à-dire une assurance qui va vous couvrir pour ce qui vous arrive sur place. Une petite angine, une gastro ou peut-être une appendicite, un accident de voiture, voire quelque chose de plus grave, puisque vous n'aurez pas le droit à la sécurité sociale du pays du PVT. Donc votre assurance PVT, ça va être un peu votre meilleur allié pour être couvert pour une hospitalisation, pour des médicaments, voire pour un rapatriement. Le PVT, c'est pas sur dossier. Il y a pas, lui, il parle mieux la langue qu'elle, ou elle a plus de diplômes que lui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est accessible à tous à partir du moment où on a l'âge requis et un passeport. Simplement pour le Canada, le nombre de places qui est donné chaque année pour les Français, ça permet pas de satisfaire tout le monde. Donc le Canada tire au sort des candidats avec beaucoup de déçus. Là, cette année, ils vont donner 6 615 places. Il en reste 2 200 et il y a 16 000 personnes qui attendent pour 2 200 places. Du coup, donc vous voyez, c'est pas une garantie de l'avoir. On peut faire plusieurs PVT, mais il faut changer de pays à chaque fois, sauf sous condition, je vous l'ai dit, en Australie. Moi, j'ai fait 2 PVT, il y en a qui en ont fait 3, 4, j'en connais même un qui en a fait 8. Donc, si vous êtes jeune, que vous avez envie de partir beaucoup, que le PVT vous plaît, lancez-vous, c'est parti. Vous pouvez en enchaîner beaucoup. Je vous l'ai dit, chaque pays prévoit ses règles. Quota, pas de quota, demande en personne, demande en ligne, PVT gratuit, PVT payant, tel ou tel document à prévoir, tel délai pour partir une fois le PVT obtenu. Certains vous disent de partir sous 3 mois maximum, d'autres vous laissent 12 mois pour vous retourner, pour préparer votre voyage. Tout ça, évidemment, on le précise sur pvtis.net. Je vais essayer de faire pas beaucoup plus long, j'en ai pas pour très longtemps. Nos petits conseils pour votre PVT. Donc le PVT est facile à obtenir, pardon, sauf le Canada qui est sur tirage au sort, mais vraiment informez-vous bien et faites souvent attention à ce que vous pouvez voir sur certains réseaux, notamment sur l'Australie, où il y a beaucoup de gens qui survendent la destination en disant qu'on y gagne très très bien sa vie. On en parlait ce midi sur notre compte Instagram PVTiste. Oui, en Australie, on peut bien gagner sa vie, mais tout le monde ne gagne pas aussi bien sa vie que ce qu'on voit dans certains TikTok. Attention, il y a des domaines qui payent très bien. Il y a des gens qui gagnent très bien parce qu'ils travaillent 80 heures par semaine et dans des conditions de logement qui sont pas géniales. Eux ne voyagent pas, ne se font pas d'amis, ils profitent pas du PVT. Donc attention juste à pas avoir des attentes trop hautes parce que sinon vous risquez d'être dans le même cas que certaines personnes qu'on voit maintenant en Australie qui arrivent et qui au bout d'un mois se disent bah c'est pas ce qu'on m'avait vendu, qui sont très déçus et qui des fois rentrent au bout d'un mois. Ça, c'est quand même un petit peu frustrant. Les économies sont hyper importantes. L'assurance PVT est très importante. Je vous l'ai dit, ne rêvez pas trop d'un Eldorado. Le Canada aussi, on a de plus en plus de gens qui commencent à être déçus. Voilà, ils s'attendaient à quelque chose de super facile, trouver du travail dans son domaine en 5 minutes. C'est pas le cas. Là, il y a une crise un petit peu mondiale, hein. Faut prévoir un petit peu de temps. Renseignez-vous selon votre domaine sur le fait que votre emploi soit réglementé ou non. Si vous êtes électricien, infirmier, si vous êtes ingénieur, avocat, architecte, par exemple, ce sont des professions réglementées. Vous devrez rejoindre un ordre ou faire une certification, obtenir une sorte d'équivalence pour avoir le droit d'exercer une fois sur place. Et puis mon dernier conseil, c'est de profiter. Il est possible que dans 10 ans, dans 15 ans, ça soit toujours la meilleure année de votre vie, en fait, cette expérience-là parce que vous allez vous sentir hyper vivant, vous allez vraiment avoir vivre beaucoup de choses pour la première fois, ça va changer de votre quotidien ici. Ça marche peut-être pour toutes les mobilités. Là, moi, je parle du PVT parce que j'ai l'habitude, mais quel que soit le programme avec lequel vous partez, vous allez sans doute, ça va sans doute être une année très marquante dans vos vies. Donc, profitez-en. Voilà.
Ça, c'est juste si vous voulez faire une petite capture d'écran, une petite photo de votre écran d'ordinateur selon où vous nous regardez ce soir. Il y a d'autres sources, bien évidemment, mais c'est pour vous donner quelques petits liens utiles pour trouver du travail quand vous serez là-bas. Et on rappelle que France Travail, anciennement Pôle Emploi, peut accompagner les demandeurs d'emploi qui veulent aller travailler à l'étranger pour les aider à refaire leur CV notamment. Voilà, je ne fais pas plus long. Merci beaucoup pour votre attention. Puis s'il y a des questions, je suis là. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation. C'était très complet. On a deux questions pour l'instant. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Si on a 18 ans en novembre, est-ce possible de faire le PVT? À partir de novembre, effectivement, on pourra candidater que quand on aura 18 ans. Et si on n'a pas de diplôme, est-ce difficile de trouver un job? Alors, pas forcément. Je pense que ça dépend déjà de ce qu'on est prêt à faire comme boulot. Je pense notamment à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais il y en a aussi qui le font au Canada. Il y a pas mal de gens qui ramassent des fruits, des légumes ou qui les emballent. Par exemple, les petits kiwis que vous voyez, les kiwis esprits dans votre supermarché, ce sont des PVTistes en Nouvelle-Zélande qui les ramassent pour donner un seul exemple. Donc tout ça, ça ne nécessite pas forcément de diplôme. Et puis après, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses des fois qui se passent aux rencontres, un petit peu à la chance. Et du côté du Canada, je vois souvent des employeurs qui veulent plus de l'expérience plutôt que des diplômes. Donc quelqu'un qui aurait un petit peu d'expérience de travail ou qui aurait fait du bénévolat par exemple ou qui aurait été voilà, pardon, qui aurait eu une mission je sais pas, dans le cadre de ses études, qui organisait des choses ou qui tenait je sais pas, je sais même pas si ça existe encore, le journal de l'école ou des choses comme ça. C'est des compétences qui peuvent être mises en avant sur un CV. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous avez forcément rien sur votre CV. Si vous avez rien encore, ça vaut peut-être le coup de se faire quelques petites expériences ici en restauration ou dans d'autres domaines pour avoir quand même un petit peu de choses à mettre sur votre CV. Mais ensuite, en général, je dirais que si on est prêt à travailler dans un peu tout, il y a du travail. Voilà. Un peu comme ici en vrai. La langue, ça peut être une barrière selon les métiers, je pense. Ça peut, effectivement. Donc, il y a des métiers où il faut quand même parler suffisamment bien anglais. Ça m'est arrivé d'entendre, bah, au pire, je serai serveur. Attention, prendre des commandes quand on parle pas très bien l'anglais, par exemple, c'est pas évident. On a vite fait de commander le mauvais plat, de pas comprendre quelqu'un qui nous parle d'une allergie qu'il a. Donc, il y a d'autres métiers plus adaptés aux gens qui parlent pas bien anglais. Et c'est vrai que si face à vous, il y a des jeunes irlandais, anglais, c'est pas forcément vous qui aurez la préférence. Donc, on n'hésite pas à télécharger notamment, je la nomme parce qu'elle est gratuite, Duolingo, hein. Moi, je m'en sers un petit peu de temps en temps. Je sais qu'on est beaucoup là-dessus. C'est pas miraculeux, mais ça peut vous permettre, avant de partir à l'étranger, de pratiquer un petit peu la langue pour arriver avec un niveau un peu meilleur quand même. Et il y a aussi une question, y a-t-il des pays qui sont vraiment beaucoup plébiscités en dehors du Canada? Alors, le pays numéro un en chiffres, hein, celui qui attire le plus de gens parce qu'il n'y a pas de quota, c'est l'Australie. Je crois que c'est en 2023, il y a eu 28 000 Français qui sont partis, donc je pense que c'était vraiment un record. Vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à cette destination-là. La Nouvelle-Zélande, il y a environ 8 à 10 000 Français par an quand même parce qu'il n'y a pas de quota non plus. Et en troisième position, à cause des quotas, hein, sinon il y en aurait beaucoup plus, c'est le Canada qui arrive là. Mais c'est vrai que pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, si on veut un PVT, on peut partir. Donc parfois, c'est aussi un plan B de ceux qui espéraient aller au Canada qui n'ont pas été tirés au sort. Une fois ces trois-là passés, on descend beaucoup en participation. Je dirais que la quatrième destination, c'est le Japon, aux alentours de 1000-1500 participants par an, et les autres, c'est moins. D'accord. Bah, très bien, on n'a plus de questions normalement. Donc, merci beaucoup, Parfait. Je Julie. reste là au besoin. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Sophie. Est-ce que je partage votre diaporama? Est-ce que vous préfériez? Oui, je veux bien, s'il vous Oui. plaît. Allez, Merci. tac, et je le mets en grand. Et normalement, vous le voyez. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Sophie Girardot. Je travaille comme chargée de promotion au CIDJ et pour le réseau Eurodesk. Donc, je vais commencer par vous présenter Eurodesk rapidement. Alors, Eurodesk, c'est un réseau européen qui est présent dans plus de 3000 points d'information dans 36 pays et dont la mission est d'informer les jeunes sur les opportunités de mobilité et de les encourager à devenir des citoyens actifs. Donc, voilà, en France, le réseau Eurodesk regroupe 150 référents qui sont présents dans les structures info-jeunes labellisées Eurodesk sur tout le territoire, donc y compris en Outre-mer. On est présent à La Réunion, à la Guadeloupe.
Et le réseau Eurodesk est coordonné donc en France depuis le CIDJ qui se trouve à Paris. Donc, le CIDJ, c'est le Centre d'information et de documentation jeunesse. Il accompagne les 15-30 ans sur les sujets qui les concernent, donc l'orientation, l'emploi, le logement, la santé, la mobilité internationale et d'autres sujets encore. Et donc, les jeunes peuvent trouver des infos et demander conseil en présentiel, donc à QJ à Paris ou en ligne sur cidj.com. Donc voilà, Eurodesk encourage la mobilité des jeunes à l'étranger. Concrètement, nos missions, elles consistent à informer les jeunes sur les différents programmes et bourses de mobilité afin de les aider à construire et à concrétiser leurs projets à l'étranger. Donc pour ça, on met en œuvre bah, pas mal de choses. On essaye en tout cas. Donc on organise des événements. Voilà, on publie également des guides, on sort des jeux et puis on met à disposition une base de données en ligne qui liste des opportunités à saisir donc pour partir à l'étranger. Ça peut être des opportunités pour suivre une formation, pour trouver un stage, pour trouver un volontariat, participer à un concours, un appel à projet, un forum, trouver une bourse, etc. Voilà tout. Donc ça, c'était pour vous présenter rapidement le contexte. Alors maintenant, comment trouver un job à l'étranger? Effectivement, la césure peut prendre différentes formes. On peut prendre une césure pour faire un volontariat ou un PVT, par exemple. On peut aussi décider de partir travailler à l'étranger. On vient de sortir un guide donc, qui aide les jeunes à trouver un job à l'étranger. Donc, je vais vous en donner les grandes lignes pour orienter vos éventuelles recherches. Alors, déjà, je tiens juste à préciser une petite chose, c'est la terminologie job. En anglais, on peut employer ce mot-là pour un job, c'est-à-dire un petit boulot ou bien un emploi, voire un emploi qualifié. En français, ça va être plutôt un emploi saisonnier ou étudiant. Donc là, toutes les informations que je vais vous donner, ça va être davantage de cet ordre-là, plutôt pour les petits boulots. Moi, j'imagine que quand on part en césure pour trouver un job à l'étranger, on ne mise pas encore trop sur des emplois qualifiés, voilà, qui viendront par la suite. Donc, premier conseil donc pour trouver un job à l'étranger, tout d'abord, lorsqu'on décroche un job ou un emploi qualifié à l'étranger, il faut savoir que c'est la législation du pays d'accueil qui s'applique. Donc, il va falloir vous informer avant de partir sur les conditions de travail, car elles peuvent être plus ou moins favorables en France. En Europe, par exemple, on travaille en moyenne 36 heures par semaine et seuls 22 pays de l'Union européenne ont un salaire minimum qui varie entre 470 euros par mois en Bulgarie et plus de 2500 euros par mois au Luxembourg. Donc voilà, rien que au niveau du salaire et du temps de travail, c'est important de s'informer. De la même façon, un contrat écrit n'est pas toujours obligatoire. À Chypre, par exemple, il n'est pas obligatoire du tout. En Espagne et en Grèce, il devient obligatoire à partir d'une durée de travail de plus d'un mois. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, c'est bon à savoir. Un autre point à prendre en considération avant de partir, c'est qu'en novembre dernier, par exemple, le taux de chômage des moins de 25 ans était de 15,3% en moyenne dans l'Union européenne. Là, a priori, d'après les dernières statistiques, l'Espagne, la Roumanie et la Suède sont les pays les plus fortement touchés en Europe par le chômage des jeunes. Et inversement, c'est plutôt l'Allemagne, les Pays-Bas et la République tchèque qui s'en tirent le mieux. Donc voilà, moi je dis toujours essayer d'être stratégique, viser le soleil, c'est bien, mais ça suffit pas toujours. Voilà, il faut pas, enfin, il faut prendre aussi en compte le fait que potentiellement on va être en concurrence avec des jeunes du pays sur place également. Donc voilà. Pour toutes ces informations-là, je vous encourage vivement à regarder les sites qui sont mentionnés sur la PowerPoint, donc le site EURES et notamment sa rubrique Vivre et travailler sur laquelle vous allez retrouver énormément de conseils et d'informations sur la vie, le marché laboral dans l'Union européenne. Et puis, bien sûr, le portail du ministère des Affaires étrangères et ses dossiers pays.
un deuxième conseil, ça va être de cibler les secteurs qui recrutent. Bon, il n'y a pas de gros suspense. En général, c'est toujours un petit peu les mêmes qui reviennent. Le premier, ça va être l'hôtellerie-restauration. C'est le secteur dans lequel les offres sont les plus faciles à trouver, surtout sans expérience. Donc, que ce soit par annonce ou en porte-à-porte. Voilà, tout ce qui est bar, resto, hôtel, même les centres balnéaires, les spas recrutent des serveurs, des plongeurs, des réceptionnistes, des livreurs, etc. Donc, n'hésitez pas. Euh, le deuxième serveur qui recrute énormément, ça va être tout ce qui est secteur, pardon, pas serveur. Ça va être justement l'animation et le tourisme. Donc, les centres de vacances, les campings, les centres sportifs, les parcs d'attractions, les offices de tourisme vont rechercher également du personnel. Et puis, alors, un autre secteur, ça va être tout ce qui est travaux agricoles. Voilà, Julie en a parlé un petit peu aussi dans le cadre notamment du woofing, des workaway, etc. C'est aussi des jobs qu'on peut, bien sûr, occuper lors d'un PVT. Mais si vous aimez la nature, ben, informez-vous sur le calendrier des récoltes et vous pouvez partir cueillir des fruits et légumes. Donc, dans une exploitation agricole à l'étranger, en général, c'est assez sympa. Après, ça peut être assez intense aussi. Donc, le travail est physique. Voilà, des fois, on travaille 8 à 10 heures par jour, 6 jours sur 7, on va dire. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa. Vous pouvez aussi partir travailler donc, comme volontaire. Donc là, ça sera peut-être sur un rythme un peu plus léger. Donc, vous allez rejoindre une ferme biologique pour vous occuper du jardin, du potager, des animaux, en échange du gîte et du couvert. Là, en revanche, vous ne serez pas rémunéré. Voilà pour les secteurs qui recrutent. Concernant maintenant le troisième conseil que je donnerais, c'est d'essayer de cibler les postes pour lesquels vous seriez éventuellement éligible selon votre niveau de langue. Parce qu'en général, plus vous allez maîtriser la langue du pays et ou l'anglais, plus vous allez pouvoir postuler un job en lien avec le public. Donc, si vos connaissances linguistiques sont limitées, rassurez-vous, rien ne vous empêche de trouver un job à l'étranger. Il faut bien débuter un jour. Et c'est pas la peine d'être bilingue pour faire le ménage, la plonge ou ramasser des fruits et légumes. La sélection, elle se fera davantage sur la motivation et la personnalité. Parfois aussi, le fait d'être français peut suffire à décrocher un job. La France est réputée pour le luxe et la gastronomie, et certains recruteurs dans ces domaines d'activité ont tendance à apprécier particulièrement les candidats français. Donc, bon, tentez votre chance. Et enfin, donc si la barrière linguistique est trop forte, mais que l'envie d'ailleurs se fait sentir, vous pouvez aussi partir à l'étranger en ciblant des destinations francophones, donc la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, Maghreb, Québec, etc. Euh, Si au contraire vous êtes plutôt à l'aise, vous avez des postes que vous allez pouvoir cibler, donc comme les postes de serveur, de réceptionniste, de conseiller de vente, d'agent de voyage, téléopérateur, personnel d'accueil, voilà, dans les magasins, dans les offices de tourisme. Et puis, vous avez également de nombreux organismes de séjour linguistique qui recrutent aussi des accompagnateurs de jeunes pour ces groupes à l'étranger, pour leurs groupes de jeunes à l'étranger. Donc, ça peut être une option, voilà, si peut-être vous avez déjà eu une petite expérience à l'étranger ou que vous maîtrisez assez bien un niveau de langue, pensez-y. Ouais. Concernant la possibilité où trouver des offres. Alors là, j'ai précisé des sites de référence sur lesquels vous trouverez des offres d'emploi, mais aussi des petits jobs ou des petits boulots à l'étranger. Donc, bien sûr, France Travail, on ne pense pas toujours, mais vous pouvez aussi trouver des offres pour partir à l'étranger sur France Travail. Vous avez aussi, je ne l'ai pas mentionné ici, mais le site Un jeune, une solution, où on retrouve également les offres de jobs qui apparaissent sur le site EURES. Donc EURES, c'est l'équivalent de France Travail, on va dire au niveau européen.
Donc, c'est un super site pour trouver des infos, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les conditions de vie et de travail, mais aussi pour des offres d'emploi partout en Europe. Vous pouvez aussi contacter un conseiller EURES pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé en fonction de la destination où vous souhaitez aller. Autre possibilité pour trouver des offres, ça va être de penser à tout ce qui est salon de recrutement. Là, nous, on est en plein dans les forums ou journées de job d'été qu'on commence un peu partout en France. Ça permet d'obtenir des informations, de rencontrer par exemple des organismes qui proposent des jobs clés en main. Il y a également le site European Job Days. Donc, ce sont des salons thématiques qui sont organisés en ligne via le réseau EURES. Il y en avait un hier sur les jobs saisonniers en Europe, par exemple, mais il y en a plein sur différentes thématiques, sur différents secteurs d'activité et même parfois sur des secteurs d'activité par destination. Donc, pensez à y jeter un œil. Et il y a également des offres qui sont disponibles sur leur site en ligne. Voilà, et sinon, ben, si vous aimez l'inconnu, ou au contraire, si vous préférez que tout soit bien encadré, vous pouvez opter pour tenter l'aventure. Voilà, je crois que Julie vous l'a bien encouragé. Vous allez vous tenter l'aventure, vous rendez dans le pays pour démarcher les magasins, les hôtels, les restaurants. Et si bon, vous êtes plutôt du genre stressé, que vous avez besoin de partir dans le cadre d'un programme où que tout soit bien sécurisé, on va dire, vous pouvez partir via un organisme de placement. Attention quand même, il peut y avoir des arnaques. Voilà pour ce qui est de où trouver des offres. Maintenant, donc, comment postuler? Rapidement, je vous ai mis quelques conseils car on l'oublie parfois, mais il ne suffit pas de traduire son CV. Il faut aussi l'adapter aux normes du pays. Donc, si vous avez déjà passé un test de langue, par exemple, c'est le moment de l'indiquer. Ça peut jouer en votre faveur. Sinon, vous pouvez aussi vous auto-évaluer via le cadre européen de référence pour les langues. Et si vous partez en Europe, vous avez aussi la possibilité de créer votre profil et votre CV Europass. Donc, vous allez retrouver tous ces éléments sur le site Europass. Alors maintenant, je voudrais vous parler rapidement, je ne sais pas bien combien de temps il nous reste, mais j'essaye de faire vite sur la possibilité pour partir au pair. Si vous aimez les enfants, partir au pair peut aussi être une opportunité pendant votre césure. Vous allez découvrir une culture, améliorer ou apprendre une langue et gagner en autonomie. Il existe différentes formules, différentes destinations. Vous allez pouvoir travailler en général entre 20 et 45 heures par semaine et vous recevrez une rémunération. Donc, les différentes formules, en général, ça va être soit demi-au pair où on travaille 15 à 20 heures par semaine ou au pair classique où là, on va travailler environ 30 heures par semaine, parfois un peu plus. Donc, quand on part au pair, on a des droits et des devoirs. Effectivement, l'objectif n'est pas de remplacer un babysitter ou un personnel de ménage, mais de faire des tâches liées à la garde d'enfants, comme ranger les chambres ou préparer le petit-déj ou le goûter. Les critères d'éligibilité varient là encore selon les destinations. En général, il faut avoir entre 18 et 30 ans, avoir un peu d'expérience avec les enfants et un niveau au moins basique, voire intermédiaire, dans la langue du pays. Et concernant la durée, ça varie encore une fois, mais en général, en Europe, vous allez pouvoir partir 3, 6, 12 ou 10, 3, 6, 10 ou 12 mois, pardon. Et par exemple, aux États-Unis, je sais qu'ils préfèrent prendre des jeunes pour une durée d'un an. Voilà, donc en fonction de la destination, il va falloir aussi anticiper les démarches, car si vous partez en Europe, votre carte d'identité ou de passeport suffit. En revanche, si vous partez à l'international, voilà, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, mais vous allez avoir besoin d'un visa. Vous remarquez que je n'ai pas mentionné le Royaume-Uni sur ma slide, car depuis le Brexit, les contrats pour les jeunes au pair sont devenus quasi impossibles pour les jeunes Européens au Royaume-Uni. Donc, le gouvernement les considère comme des travailleurs qualifiés et ça implique d'obtenir un visa, de justifier une garantie de salaire beaucoup trop élevée pour ce type de contrat. Et alors, a priori, la seule solution, ce serait d'avoir un visa d'études qui permet de travailler environ 20 heures par semaine.
Mais bon, c'est très, très compliqué, voire quasi impossible. Donc, pour partir au pair, vous avez deux possibilités. En général, soit vous vous organisez seul ou soit vous passez par un organisme. Attention, si vous souhaitez vous débrouiller par vous-même, il faudra prendre en charge donc toutes les démarches et redoubler de vigilance, car vous partez dans l'inconnu et aucun contrôle n'est garanti. Donc renseignez-vous bien sur les termes du contrat. Soumettez vos propres conditions de travail et faites attention car il existe, comme partout, des arnaques. Donc, il est très fortement recommandé donc, de passer par un organisme de placement qui est agréé, ce qui va être gage de sérieux et vers qui vous pourrez vous tourner si jamais votre expérience au pair ne se passait pas comme prévu. Vous avez notamment donc l'UFAP et IAPA sur la slide. N'hésitez pas à regarder donc les différents organismes qui bénéficient de ces agréments pour pouvoir éventuellement passer par eux. Voilà tout. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne veux pas trop insister. Mais si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Sachez aussi que il me semble que vous avez la possibilité de partir en stage pendant 6 mois max dans le cadre de votre césure. Si jamais vous êtes attiré par l'Allemagne, vous pouvez notamment partir via le programme Praxès de l'OFAGE. Sinon, vous avez aussi l'OFQJ donc, qui propose plein de choses sympas pour les jeunes au Québec. Et à l'international, vous pouvez aussi partir dans le cadre d'un VIE ou d'un VIA, donc le volontariat international en entreprise et en administration. Voilà tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Sophie, pour ces deux présentations, en tout cas. Donc, je ne vois pas de questions pour l'instant. Peut-être que ça va venir. Merci, en tout cas. On va attendre, on va voir ce qu'il en est. Donc, comment s'appelle le programme avec l'Allemagne? Est-ce que vous Ah, pouvez le redire? oui, alors c'est le programme avec l'Allemagne, donc c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui propose un programme qui s'appelle Praxes, Praxes, et qui permet de partir en stage donc en Allemagne pour les jeunes Français euh, pendant ses études ou hors cursus. Merci. Yvan a mis le lien dans le chat. Pour être jeune fille au pair, est-ce qu'il y a des départs toute l'année? Alors, a priori, oui, il faut quand même anticiper par rapport à votre période de césure. J'imagine que si vous partez dans une césure, ça va être 6 mois ou 12 mois. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a des démarches à anticiper. Euh, Vous avez, en général, on recommande de s'y prendre au moins minimum 6 mois à l'avance. Et est-ce que le permis est obligatoire pour tous les pays? Pour au pair, j'imagine. Pour le permis de travail. De Donc, quoi alors? Ah, j'aurais dit permis de conduire, mais effectivement, je ne sais pas si c'est permis de permis de travail. Il y a conduire, juste marqué permis. oui. Donc, Alors, non, a priori, de mémoire, il n'y a que les États-Unis qui l'imposent parfois, ouais. mais oui, permis de conduire. En tout cas, en Europe, non, il n'est pas obligatoire. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Je pense qu'on a répondu à tout. Merci beaucoup. Donc, comme on l'a vu, donc il y a plusieurs possibilités pour partir en césure. Encore une fois, c'est selon vos possibilités, vos envies, les financements. On l'a vu, le PVT, c'est quand même tout en autonomie, donc il faut quand même pouvoir se le permettre. Les jobs, voilà, on peut l'anticiper aussi. On n'est pas forcément obligé d'arriver et de se lancer à l'aventure. Le volontariat, ça peut être parfois un peu plus sécurisant, surtout quand on est plus jeune. Donc, euh, donc voilà, si vous avez des questions en tout cas, ou si vous avez envie de concrétiser ces projets, n'hésitez pas à prendre rendez-vous au C2I, soit avec Yvan, soit avec moi. Est-ce que vous voulez conclure? Est-ce que vous voulez donner une phrase pour donner envie aux jeunes de le faire? Je ne sais pas, Julie, est-ce que vous voulez dire Euh, quelque chose?
Je dirais juste que si les personnes sont là, c'est sans doute qu'elles ont déjà un petit appel de l'étranger. Donc, tous les programmes peuvent être envisagés. Faites celui qui vous paraît le plus, qui correspond le mieux à vos attentes ou à votre envie d'être un petit peu encadré, ce genre de choses. Et puis, dans le cas du PVT, on l'a dit, c'est jusqu'à 30 ans, voire 35 ans. Ça pourrait être une deuxième ou une troisième mobilité pour vous quand vous aurez déjà un peu pris confiance en vous, entre guillemets. C'est pas le mot, mais par rapport au fait de partir à l'étranger. Moi, mon but, c'est juste que vous connaissiez le programme pour éviter qu'à 38 ans, vous vous disiez pourquoi on m'en a jamais parlé. J'ai beaucoup plus de gens que ce que vous pouvez penser qui me disent ça, donc c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup. Sophie, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Oui, bah effectivement, enfin, c'est pas très original, mais on dit souvent il y a un avant et un après. Et puis une fois qu'on a goûté à une première expérience de mobilité, bah souvent les jeunes qu'on soit, nous, ils nous disent bon, c'était super, mais il faut me trouver autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas trop longtemps. Laissez-vous aussi un peu surprendre par l'inconnu. Tout n'a pas besoin d'être ficelé, comme disait Julie tout à l'heure. De toute façon, tout ne se passera pas comme vous l'aviez imaginé. Donc profitez parce que c'est des expériences vraiment hyper enrichissantes sur tous les plans. Merci. Yvan, est-ce que tu veux dire quelque chose? Je Non, mets notre diapo. peut-être juste compléter, et voilà, rebondir sur ce que vous avez dit. Donc, c'est vrai que il faut pas forcément tout préparer à l'avance, mais il faut quand même essayer de se projeter un minimum quand même sur la césure. Voilà, on va dire que quand même plus elle va être préparée en amont, en tout cas essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'on peut y faire, plus il y a des chances que ça matche un petit peu avec ses attentes. Il y avait juste, pour répondre juste à deux petites questions, là, il y avait une sur le Corps européen de solidarité, donc comment trouver les organismes. Donc là, je vous rappelle, donc Chéri nous a montré tout à l'heure, sur le site européen de la jeunesse, il y a une possibilité de rechercher les opportunités de volontariat, où là, vous allez avoir toutes les offres de volontariat auxquelles vous pouvez postuler. L'autre façon de faire, c'est de contacter également les organismes support ou d'envoi qui eux aussi sont en contact avec des organismes à l'étranger et qui peuvent vous aider en fait dans cette recherche. Ensuite, il y avait une dernière question, et ça peut être aussi ma conclusion. Est-ce que les enfants reviennent à la maison après cela? Ouais, je me dis, Ça voilà, dépend. bah, ça dépend. En fait, je crois qu'il faut leur donner voilà, la force de partir et l'envie de revenir, en fait. Hein, s'ils sont suffisamment après attachés à leurs racines, il n'y a pas trop de doute voilà, qu'ils reviendront, hein, pas forcément pour vivre avec vous, mais voilà, ils vous oublieront pas pour autant. Je peux en parler d'autant plus que mes deux enfants ont fait une année de césure. Ça leur a énormément profité en termes, voilà, tout ce qu'on a dit déjà, en autonomie, en indépendance. On l'a pas abordé, mais il y a souvent une crainte, notamment des parents, mais aussi des jeunes. C'est voilà, est-ce que je vais pouvoir recommencer des études? Est-ce que j'aurai la force de retravailler après? Est-ce que je serai encore capable de le faire? Moi, nous, enfin, avec Nelly, tous ceux qu'on suit au C2I, et puis encore une fois, j'ai l'exemple de mes enfants, ils reviennent avec encore plus de conviction pour étudier, avec encore plus de force, ils savent mieux pourquoi ils vont étudier, et ils ont eu des trajectoires auxquelles ils n'avaient même pas pensé, enfin, pas pouvoir penser réaliser avant de partir. Donc, pour moi, oui, c'est un gros plus de pouvoir partir, voilà, à partir du moment où c'est construit et ça rentre dans un projet. Merci beaucoup. Donc j'ai remis. Est-ce que vous voyez la diapositive sur le site Euroguidance et C2I? Donc voilà, vous avez nos coordonnées. Donc vous pouvez nous contacter si besoin. On va conclure, on va arrêter là. Merci à tous d'être venus. Merci Julie, merci Sophie. Tu es déjà partie. Merci aux participants en tout cas. On espère avoir répondu à vos questions. Et voilà, n'hésitez pas à nous écrire si besoin. Merci pour Merci. l'invitation. Au Merci revoir. Merci Au revoir. beaucoup. pour la Au participation. revoir.